Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois que je vais essayer de faire une vidéo pour le bilan lecture. Autant j'avais un podcast depuis longtemps pour la couture, autant bah voilà, je vais essayer. Je me dis, tant qu'à faire, j'ai déjà ma chaîne YouTube pour la couture, pourquoi pas faire un bilan. Alors, j'ai choisi en plus ce mois-ci parce que j'ai lu 17 livres ce mois-ci. Du coup, c'était un peu long de tout mettre sous un post. Donc, je me dis, c'est le bon moment pour le tenter. Alors, je vais commencer par ce bilan. Peut-être, alors je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais du coup, j'ai lu 17 livres. Sur les 17 livres, il y avait un livre qui était un audiobook, donc un livre audio. Et c'est Le Signal de Maxime Chatham. C'est la première fois que je lisais du Maxime Chatham. J'avais jamais lu un Maxime Chatham. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pas été déçue, c'était assez sympa. Il y a un petit côté Jean-Christophe Granger, Stephen King, un peu pas. De j'arrive pas à retrouver le mot. De un peu inexplicable, etc. Des choses inexplicables. Donc en fait, dans Le Signal, on suit une famille de New-Yorkais qui déménage pour aller vivre à la campagne, qui vit dans une petite ville qui s'appelle Megan Falls. Cette famille a du coup a 3 enfants, dont un qui est en fait en vrai le neveu le neveu qui est orphelin et dont ils ont adopté, qu'ils ont adopté. Je vais y arriver. Et en fait, ils arrivent dans une maison, ils ont acheté une maison qui est une grande ferme dans ce village, dans cette ville, Megan Falls, qui est une petite ville balnéaire du nord-est des États-Unis. Et dans cette maison, elle serait possiblement hantée, il se passe des choses bizarres. Mais en fait, c'est pas que dans la maison, il se passe vraiment des choses bizarres dans toute la ville. Et en gros, on va suivre l'intrigue de ce qui se passe en fait dans la ville, de comment est-ce que quelle est en réalité la cause de ces manifestations paranormales et pourquoi. Et ça va assez lentement, c'est assez lentement, on a le temps de se mettre vraiment, de s'attacher au personnage, de voir de comprendre un peu la psychologie de chacun avant, et ça s'accélère vraiment à partir, on va dire, la moitié du livre, vers les chapitres 50 je crois, ça commence à s'accélérer fortement. Alors, ça m'a aussi fait penser un peu à Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on s'est attaché au personnage, et ben il meurt. Donc ne vous attachez pas trop parce que voilà, il y a pas mal de personnages qu'on aime bien et qui à la fin ne finissent pas vivants. Donc ça c'était un peu, je m'y attendais pas forcément et donc voilà, ça m'a fait un peu, c'était la surprise du bouquin pour moi. Maintenant je vais peut-être passer à mon gros coup de cœur du mois de mars, qui est Femme en colère de Mathieu Ménégo. Alors, Femme en colère, c'est l'histoire, en fait, on suit l'histoire de la cour d'assises de Rennes où les jurés vont délibérer pour décider du sort de Mathilde Collignon. Mathilde, elle est accusée d'un crime de barbarie et elle a avoué, elle a reconnu. Et en fait, en parallèle, on va suivre les délibérations des jurés, ce qu'ils pensent, etc. Et en parallèle, on va voir le journal de Mathilde Collignon qui explique un peu pourquoi elle a fait tel geste, pourquoi est-ce qu'elle a décidé, elle a fait ce qu'elle a fait. Et pourquoi elle a décidé, voilà, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Donc vraiment un gros coup de cœur. C'est le 5e livre de Mathieu Ménégo, je les ai tous lus. C'est vraiment, je pense, celui-là c'est mon préféré. J'aime beaucoup aussi Un fils parfait qui est son 2e. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment, je le recommande fortement. Si vous aimez lire ce genre de livre sur on va dire, la violence faite aux femmes et essayer de comprendre aussi la place de la femme dans la société et ce genre de choses, voilà. Je sais qu'il y a un twist à la fin qui en a dérangé pas mal parce qu'elle trouvait que ça niait, ça bloquait en fait tout ce qui avait été dit dans le livre. Pour moi, non. D'ailleurs, on a discuté avec une de mes amies, on n'est pas du tout d'accord sur ce que ça signifie à la fin, donc je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. Et pour moi, donc ça n'a pas la même signature, je peux pas vous spoiler, donc voilà, mais je trouve que ça n'empêche rien au message, ça n'enlève rien au message de ce livre. Donc voilà, vraiment une grosse recommandation. Maintenant, je vais les prendre totalement piochés au hasard, hein. Je ne sais pas dans quel ordre. Voilà, donc j'ai Let It Snow
de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc en fait, vous voyez, ça a été adapté en film sur Netflix. C'est plutôt du young adulte, adolescent plutôt que adulte. C'était un roman. Alors, il y a 3 auteurs parce qu'en fait, il y a 3 histoires qui vont se. L'histoire se passe la mi-Noël dans une petite ville de Caroline du Nord où un train est bloqué. Et en gros, c'est des histoires d'adolescents. Je pense qu'ils ont voilà, entre 16 et 18, ils sont toujours au lycée. Et donc, il y a 3 histoires indépendantes, mais qui vont s'entrecroiser. Donc, les personnages, on retrouve certains personnages d'une histoire à l'autre, etc. Ma préférée de loin, c'était celle de John Green, qui est une sorte de triangle amoureux. Je pense que c'est cela, là, c'est une sorte de triangle amoureux, enfin, pas vraiment triangle amoureux, mais je peux rien dire parce que sinon ça dévoilerait tout, mais voilà, je pense que c'est vraiment celle de John Green que j'ai préférée. J'ai bien aimé la première également, un peu moins la troisième, mais bon, c'est chacun trouvera, je pense que chacun y trouvera son compte. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour adolescente, plutôt feel good, voilà, sans plus, mais voilà, lecture agréable sans plus. Ah, alors ça c'est mon petit coup de cœur de mars, c'est comment ne pas faire pitié, je sais même plus, ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bolouri, qui est une écrivaine écossaise, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que là, ces livres, la plupart, sauf Le Signal de Maxime Chatham et le livre de Mathieu Ménégo, aucun de ces deux livres ne rentre dans le challenge Travail and Challenge que je fais en ce moment sur Instagram, mais tous les autres rentrent dans le challenge. Et le challenge ce mois-ci, c'était le pays, c'était l'Écosse. Je recule un petit peu. Hein. Le pays, c'était l'Écosse. Et le deuxième, c'était de lire des romances. Et le troisième, c'était de lire des histoires, enfin plusieurs auteurs. Donc d'où tout à l'heure, Let It Snow, c'était plusieurs auteurs et romances. Donc en fait, c'est pour ça que c'est des livres que j'ai pas l'habitude de lire. C'est pas c'est pour ça que c'est très différent de ce que je vais lire d'habitude, mais c'est hyper intéressant de voir, de découvrir d'autres types de romans, d'autres types d'histoires que j'aurais pas forcément choisi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont peut-être, en fait, qui moi m'ont surpris, mais j'aurais jamais imaginé lire il y a encore un mois. Voilà, c'était pas du tout dans le style de livre que je lis. Mais j'ai passé pour la plupart des bons moments. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent de ce que je lis d'habitude, même très différent de ce que je lis d'habitude. Mais j'avais bien envie de découvrir et de voir. Et je joue le jeu, je trouve que c'est hyper intéressant de jouer le jeu et de voir où ça nous emmène et de découvrir peut-être des nouveaux styles de livres qui nous plaisent. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai lu Comment ne pas faire pitié Noël quand on est célibataire. Dans ce livre, on va suivre Émilie, qui a 38 ans, qui habite à Londres, qui est en coloc, qui adore son boulot, qui adore son appart. Le seul souci, c'est sa seule source de stress, c'est Evan, son jeune voisin, qui fait beaucoup trop de bruit la nuit. Alors, rien qu'on dit dans la 4e de couverture, on se doute de comment ça finit, mais bon. En tout cas, elle est en couple pour l'instant avec Robert au début du livre, mais assez vite au début, en fait, elle se rend compte que Robert l'a menti et elle va rompre avec lui juste la veille de Noël. Et enfin, quelques jours avant Noël, alors qu'elle est censée, pour la première fois, présenter Robert à sa famille. Le synopsis est assez facile, on comprend assez vite ce qui va se passer, c'est pas ça le problème. Honnêtement, ça n'a rien gâché, je m'en fiche de savoir déjà comment ça finit. C'est l'histoire qui était vraiment hyper bien amenée, hyper drôle. Pour moi, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé pendant ce livre, alors que j'en attendais pas forcément beaucoup, mais vraiment, je me suis beaucoup amusée. Il y a un journal qui dit que c'est la réponse de l'Écosse au journal de Bridget Jones. Je suis assez d'accord, ça m'a fait penser, je pense le dernier où j'avais rigolé comme ça de ce style, c'était aussi Bridget Jones. C'est un peu le même style d'humour, avec une famille envahissante, un peu particulière, voilà, dans un village d'Écosse. Vraiment belle découverte et belle surprise. J'en attendais pas grand chose et j'en suis très contente de l'avoir lu. Autre livre donc pour plusieurs auteurs, qui rentre dans le défi plusieurs auteurs, pour Preston and Child, Tombe oubliée. Preston and Child sont plutôt connus pour les aventures de l'inspecteur Pendergast, qui est un agent du FBI. J'en avais jamais lu de Preston and Child, donc j'étais curieuse de voir. Je voulais pas
tombée sur un... j'aime bien lire les sagas dans l'ordre. Donc en fait, il aurait fallu que j'aille sur un vieux de l'inspecteur Pendergast pour pouvoir commencer dans l'ordre. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, ça c'est une nouvelle série qui est l'aventure de Nora Kelly. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas l'inspecteur Pendergast. Il est présent quelques fois dans le livre, on le voit en fait arriver à la fin. Un petit peu. Et il y a plusieurs références sur des différents livres déjà et aventures de l'inspecteur Pendergast. Là ici on va suivre Nora Kelly qui est une archéologue à Santa Fe et qui va travailler avec l'historien Clive Benton afin de localiser un campement qui est le campement perdu d'une expédition en fait qui s'est perdu dans la Sierra Nevada et ils ont été obligés de survivre en faisant du cannibalisme, en mangeant les gens qui n'étaient plus en bonne santé. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont survécu. Et il y en a très peu qui ont survécu. Et en gros, le but, c'était de retrouver le campement et de l'analyser d'un point de vue archéologique. Et voilà. Et donc, bonne surprise, c'était sympathique. C'est un polar plutôt agréable à lire. En parallèle, il y a du coup, on parlait de cette histoire de campement d'archéologie. Il y a des meurtres qui sont perpétrés dans la même région à peu près. Et la jeune agente du FBI, Cory Swanson, va enquêter sur ces meurtres et va rejoindre aussi l'expédition. Donc je vous en dis pas plus, mais bonne surprise. Un polar qui ne se prend pas la tête et n'est pas... c'est pas voilà, le best polar du monde, mais... voilà, c'est plutôt une bonne lecture. Ensuite, alors, un autre polar qui est Nicolas Bleuglé. Donc celui-là, il rentre dans le cadre pour l'Écosse parce que, alors j'avais lu tous les précédents bouquins de Nicolas Bleuglé, Le Cri, Le Complot et l'Île du Diable. J'avais adoré Le Cri et Le Complot, un petit peu moins l'Île du Diable, mais c'était avec une enquêtrice qui s'appelait Sarah Göringen, quelque chose comme ça, qui était norvégienne si je ne me trompe pas. Et là, il a changé c'est pas la même saga, c'est pas la même enquêtrice. Ici, on part en Écosse avec Grace Campbell. Et donc, ça rentrait dans le défi pour l'Écosse, pour le pays qui était l'Écosse en mars, du Travel in Challenge. Donc là, on retrouve Sarah qui va, Grace qui va sur l'île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse, où en fait, il y a eu, dans un monastère, il y a eu un meurtre d'un des moines qui a été retrouvé assassiné et avec un corps son corps est mutilé. Et en gros, on va mener l'enquête avec elle. C'est un bon polar, comme d'hab. J'aime beaucoup Nicolas Bleuglé. Je pense que c'était un peu moins, pour moi, je suis un peu moins rentrée dedans que dans les précédents. Mais c'était quand même très intéressant et je pense que c'est une bonne lecture sympathique. C'est pas un coup de cœur, c'est pas le meilleur polar du monde, mais franchement, il se défend et il est assez sympathique. J'ai un peu moins adhéré à Sarah, que je trouve assez désagréable, l'enquêtrice. On peut pas dire... Grace. On peut pas dire que Sarah était très sympa, mais Grace c'est pas beaucoup plus. Dans un autre style, mais je trouve qu'elle a un peu trop... elle veut un peu trop prouver les choses et c'est un peu désagréable, je trouve ça. Mais je vous le recommande quand même, il est agréable à lire. Surtout si vous aimez les polars. Alors, hop, je prends d'autres livres. Donc, il y en a quand même 17. Hein. Donc, The Magpie Society de Zoé Soog et Amy McCullough. Alors, dans celui-là, il rentre dans le cadre parce qu'il y a 2 auteurs. C'est un livre, en fait, on va suivre l'histoire de Audrey, qui est une jeune américaine qui arrive fraîchement dans un pensionnat anglais. Donc, c'est un peu, je sais pas si vous voyez la référence, mais c'est un peu un mix de Wild Child avec un film avec Emma Roberts, donc en fait une américaine qui arrive dans un pensionnat anglais, et également 13 Reasons Why, où on suivait en fait, on écoutait les cassettes d'une adolescente qui expliquait pourquoi elle s'était suicidée et comment elle était arrivée à son suicide. Donc là c'est pas un suicide, mais il y a un podcast dedans qui va rythmer un peu de la même manière que dans 13 Reasons Why, il va rythmer la découverte. Parce que juste avant qu'Audrey arrive dans ce pensionnat anglais, il y a eu une mort suspecte. Lola, qui était une lycéenne de dernière année, est décédée
lors de la fête de la fin d'année à l'école, au pensionnat, dans des conditions un peu suspectes, qui finalement vont être reconnues comme étant un suicide. Ce pourquoi le podcast, la voix du podcast, considère que ça n'est pas vrai. Plein de gens qui mettent le suicide en doute. Et donc, on va regarder, on va essayer de voir un peu en suivant l'enquête. Alors, j'ai plutôt accroché, c'est plutôt du young adulte que du vrai adulte. Hein. Bon, ça se voyait, j'aurais pu m'en douter un peu avec la couverture que je trouve très sympa. Ce qui m'a embêté, c'est qu'en fait, c'est le tome 1. Et c'est pas du tout précisé nulle part, mais en gros, j'ai pas du tout la réponse de rien du tout. Il y a le tome 2 qui va sortir en novembre. Et donc, je vais devoir attendre, je sais pas combien de mois, 6 mois, pour avoir la suite et pour savoir exactement est-ce que c'est passé. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé qu'au moins savoir que c'était que le début de l'histoire, qu'il y avait un autre tome qui était prévu. Parce que là, je suis un peu à la fin, j'ai fait ok. Et donc, voilà. Je suis un peu. Enfin, je trouve qu'on n'a pas une réponse et un cliffhanger. On a juste pas de réponse. Ça aurait mérité soit un livre un peu, mettre les deux tomes en un, soit vraiment de préciser que c'était le tome 1 et qu'on n'aurait pas les réponses à nos questions, quoi. On a un petit peu de réponses, mais vraiment pas beaucoup. Et on sait même pas encore si suicide, si elle a été tuée ou quoi que ce soit. Voilà. Mais honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà. Plutôt bien. La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, donc aussi une autrice écossaise, hein, c'était le thème du mois. Alors, bibliothécaire à Birmingham, Nina, en fait la bibliothécaire, Nina qui est l'héroïne du roman, en fait elle travaille dans une bibliothécaire à Birmingham, comme je viens de dire, et en fait sa bibliothèque ferme, donc elle se fait virer, en gros, il faut qu'elle trouve un job. Et elle décide de se reconvertir en ouvrant un bibliobus, donc un bus librairie, pardon, dans les Highlands, donc dans le nord de l'Écosse. Elle va dans les Highlands où elle va faire en fait librairie itinérante à l'arrière d'un camion. Et dans le cadre de ce livre, du coup, elle va rencontrer toute une galerie de personnages assez pittoresques, donc écossais, découvrir un peu ce que c'est que la vie dans les Highlands en Écosse maintenant. Et également, Nina, elle a toujours vécu un peu dans les livres, donc ça elle change et elle n'était pas du tout aventurière, donc c'est un peu un changement pour elle de vie. Et il y a une petite histoire d'amour, je ne vous dirai pas avec qui, mais c'est assez facile aussi de le voir assez rapidement. Et en fait, elle va louer un cottage dans une ferme dans les Highlands. Voilà. Je trouve que les personnages étaient tous assez sympathiques. Je dirais que celle qui m'a un peu plus énervée, c'est Nina. Mais parce qu'elle est un peu indécise, elle est un peu... elle ose pas, elle ose et elle ose pas. Enfin, c'est un peu... voilà, elle vit dans ses rêves. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche les autres personnages. Mais j'ai passé un bon moment. C'était plutôt sympathique. Je pense que si vous aimez Jenny Colgan, vous ne serez pas déçus par celui-là. C'est un peu toujours les mêmes histoires avec une héroïne qui change de vie, voilà, pour aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, rencontrer de nouveaux gens, etc. C'est plutôt agréable. On n'est pas déçus. Alors, maintenant, je suis vraiment sortie fortement de ma zone de confort pour certains livres, notamment pour celui-là, parce que j'avais jamais lu de New Romance. J'en avais jamais lu. Là, j'en ai 2, du coup, je vous montrerai, j'en ai un deuxième. Et là, on commence avec les McCoy, le tome 1 qui est L'ogre et le chardon, pardon, de Alexiane Thiel. C'était la lecture commune de ce mois-ci dans le Traveling Challenge et j'ai passé un assez bon moment, je suis bien instruite. En gros, l'histoire, c'est si les clans d'Écosse n'avaient jamais cessé d'exister. En gros, l'Écosse est toujours soumis aux clans d'Écosse, mais sauf que le reste du monde ne le sait pas. En gros, les clans existent toujours, mais on ne le sait pas. Et donc, il y a une jeune Française qui s'appelle Phèdre, qui est franco-écossaise, qui s'appelle Phèdre, qui arrive, qui débarque au milieu de ces clans. Et qui va découvrir que... blablabla. Donc c'est vraiment la new romance, donc il y a vraiment une histoire d'amour avec Caleb, qui est un chef de clan McCoy, donc ça s'appelle McCoy. Et donc j'ai bien aimé jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui m'a
fortement gênée, c'est qu'en gros, il y a quand même un viol qui n'est pas du tout reconnu comme un viol. On ne dit jamais le mot viol, mais pour moi, c'en était vraiment un. Et en fait, on continue l'histoire comme si de rien n'était. Et on considère même que c'était une scène d'amour. Et ça m'a même beaucoup heurtée en me disant comment est-ce qu'on peut penser que c'est normal et que voilà, ça passe comme une scène de sexe classique. Pas pour moi, ça m'a un peu embêtée. Du coup, j'étais un peu plus gênée pour la lecture. J'ai lu aussi en parallèle le tome 1,5 qui s'appelle, qui est gratuit sur Kindle, je l'ai lu. Et on voit la version de Caleb. Et du coup, je l'ai lu parce que j'étais intéressée de voir comment Caleb allait présenter et comment lui, il avait vécu ce viol. Et en fait, il n'en parle même pas. Et ça m'a un peu... ok. Ça m'a un peu... choquée. Je m'y attendais pas. Après, et c'est ça qui est difficile, c'est que j'ai assez accroché pour tout le reste. Mais ça m'embête vraiment d'avoir un livre où on glorifie un peu le viol, où on trouve ça normal. Et voilà, ça me choque profondément. Et c'est dommage parce que j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer après pour Phèdre et les autres histoires. Donc je sais pas si je vais lire les deuxièmes. Le tome 2. Je crois qu'il y en a 3. Mais ça m'a un peu perturbée cette non-reconnaissance du viol. Voilà. Oui, c'est pas parce qu'elle l'aime que ça en fait les choses plus normales. Je suis désolée. Voilà. Deuxième New Romance. Jamais de ma vie, j'aurais cru lire un livre comme ça, avec une couverture comme celle-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce livre s'appelle Invincible, donc écrit par Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick. Et Stuart Reardon, je sais pas comment dire Reardon, c'est lui. C'est vraiment lui. En fait, c'est l'auteur qui pose en photo. Je vous laisse admirer. Et c'est un ancien joueur de rugby. Et donc ici, on suit Nick Rancho, qui est un joueur de rugby. Malheureusement, il se blesse, sa carrière est menacée, mais il commence une descente aux enfers, qui est vraiment une descente aux enfers. Et finalement, il rencontre le docteur Anna Scott, qui est une sorte de psychologue qui va l'aider, une psychologue sportive, qui va l'aider en fait à refaire surface et à reprendre confiance en lui, etc. Parce qu'il va revenir au plus haut niveau dans le rugby. Et Anna aussi, elle lutte pour survivre à un grand succès. Alors, je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était extrêmement long. Clairement, dans l'histoire, c'est une histoire à la gloire de Nick, donc la version papier de Stuart. J'ai trouvé... ça n'a pas trop d'intérêt en vrai. Si vous aimez ce genre de romance, peut-être certainement vous allez aimer. Moi, ça m'a pas transcendé. Je trouvais que clairement on peut couper au moins les 3/4 du livre. C'est très long. C'est très long. Et c'est dommage parce que je trouve que les parties qui sont les plus intéressantes sont assez peu fouillées. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme longueur et qu'est-ce que c'est à la gloire de cette gloire du rugby là? Ouais, c'était un peu... Ouais. Bon. On oublie quoi. Voilà. Alors, L'homme de Lewis de Peter May, c'est le tome 2 de la saga de la trilogie écossaise de Peter May. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais lu le tome 1 qui est L'île des chasseurs d'oiseaux en fin d'année et j'avais adoré. Et on renouvelle avec celui-là, j'ai vraiment adoré. Je trouve que... alors, un peu moins que le premier, pour être honnête, parce que je m'attendais déjà, que je trouve que l'intrigue est un peu moins intéressante pour moi. Voilà, j'ai adoré retourner sur l'île de Lewis, j'ai adoré retrouver les personnages du tome 1. Et vraiment, Peter May, j'ai hâte, il y en a un troisième tome, et j'ai hâte qu'il puisse rentrer dans un challenge pour que je puisse le lire. Parce que vraiment, si vous ne connaissez pas Peter May, je vous conseille fortement la trilogie écossaise. Alors, on approche. La disparition d'Adèle Bedeau de Graham McCree Burnett. Du coup, c'est un livre qui a été écrit dans les années 80 et je crois que je sais plus qui, mais en fait au final
Chabrol a fait un film dans les années 80 basé sur ce livre. Alors, en gros, on va suivre Manfred Baumann, qui est un solitaire qui vit dans une petite ville, Saint-Louis, et qui me fait rire parce que c'est vraiment juste à la frontière de Bâle, c'est là où j'ai acheté ce livre. Alors, il est socialement inadapté, il est un peu particulier, il a une sorte de petit côté autistique, je sais pas du tout si c'est le terme pour ce genre de truc, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, il est un peu inadapté à la société. Il reste toujours tout seul, il est très routinier dans sa manière de vivre. Et il y a un jour, il y a la serveuse du resto où Manfred va déjeuner et dîner tous les jours, qui s'appelle Adèle Bédot, qui disparaît. Et donc en fait, il y a un flic de la ville qui va faire l'enquête en fait pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, où est passée Adèle Bédot, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle a disparu. Et c'est une atmosphère qui était assez pesante, que je vois bien pour un livre pour un film de Chabrol. C'est début des années 80, donc c'est pas du tout... c'est une petite ville de province, vraiment là c'est présenté comme ça très négativement, et où on s'ennuie, où il n'y a rien à faire, et c'est c'est assez noir. J'ai trouvé ça assez noir, mais pas dans le bon sens du terme, où genre un polar, on veut savoir ce qui est. C'était un côté un peu... je me suis pas ennuyée, mais je trouvais que c'était un peu long. J'ai mis du temps à rentrer dedans, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Et voilà, donc pas un coup de cœur, je le recommanderais pas, mais je trouve que c'est intéressant pour ceux qui habitent dans la région, voilà, s'ils veulent voir une enquête qui se passe dans une ville qu'on connaît, voilà. Mais non, pas un coup de cœur. Alors, attention, ouf. Alors oui, il m'en reste encore pas mal. Deuxième lecture commune, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Burroughs. Donc 2 auteurs, ça rentre dans le programme 2 auteurs. Donc c'est juste après la guerre, au sortir en 1946, il y a Juliette Ashton, qui est un écrivain en manque d'inspiration, aussi journaliste, commence en fait une correspondance avec les membres d'un cercle de Guernesey, donc le cercle des amateurs d'épluchures de patates, qui est un cercle littéraire qui parle de livres. Et en fait, c'est vraiment un roman épistolaire. Donc en fait, on suit les lettres des uns et des autres, etc. Et de comment ça se passe. Et c'est vraiment une vision de comment était la reconstruction de la guerre, comment était la guerre sur l'île de Guernesey, et même à Londres, puisqu'au début de l'histoire, Juliette, elle est à Londres. Et je l'avais déjà lu il y a une dizaine d'années, et j'avais beaucoup aimé. Pareil, là j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un roman qui est très agréable, qui est pas du tout, qui est léger mais profond, qui est émouvant. Les personnages, il y a une galerie de personnages. D'ailleurs, tellement de personnages, je sais plus, je me suis dit, mais qui est qui, j'étais un peu perdue. Et vraiment, j'avais complètement oublié l'histoire, donc j'étais assez contente de la relire. Et vraiment, j'en garde un bon souvenir. Et j'en gardais un bon souvenir et je regarderai un bon souvenir. Donc si vous le connaissez pas, je vous le conseille. Apparemment, il y a une adaptation en film aussi que j'ai jamais vue. Je me dis pourquoi pas, je la regarderai peut-être. Ensuite, MC Beaton, donc Hamish Macbeth dans Qui prend la mouche, c'est la première de la série des Hamish Macbeth. Alors, j'avais lu, MC Beaton, c'est aussi elle qui a écrit les Agatha Raisin. J'avais lu un Agatha Raisin, j'avais pas du tout aimé le premier, parce que j'aime bien commencer dans l'ordre. J'avais lu le premier Agatha Raisin et j'avais pas du tout aimé. J'étais curieuse de voir si j'accrochais plus avec Hamish Macbeth. Comme il rentrait dans le défi pour l'Écosse, je me dis tiens, on le fait. Donc on va suivre Hamish Macbeth, qui est le policier du village de Loch Dubh, au milieu d'Ireland en Écosse. Et en fait, il va y avoir un stage, donc on suit, on va dire, tout un groupe de stages qui font un stage de pêche à la mouche, d'où le titre, de pêche à la mouche dans les Highlands, dans les lacs et les lochs écossais. Et il y a au bout d'un moment, il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui est tué dans ce groupe. Et en gros, on va suivre Hamish qui mène l'enquête sur voilà, qui, pourquoi, et ben, j'ai beaucoup plus accroché. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa en fait que les Agatha Raisin, parce que je trouve que Hamish, tout en ayant un côté un peu grandadé dans la lune, est beaucoup plus sympathique que Agatha Raisin, qui pour moi était très antipathique. Et du coup, j'ai du mal à m'attacher j'ai besoin un peu quand même d'avoir un peu d'empathie pour le personnage principal. Et donc c'est pour ça que j'ai fortement préféré la série enfin, en tout cas sur ce premier. Ça me donne envie de lire les autres, ce qui n'était pas le cas pour Agatha Raisin. Donc
bonne lecture agréable. C'est pas un polar stressant, hein, que les choses soient claires. C'est du cozy mystery, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un truc stressant. Autre livre que j'ai adoré, qui est le premier tome, donc Le Chardon et le Tartan de Outlander, de Diana Gabaldon. Donc, je connaissais la série. C'est vraiment, donc à partir duquel le livre est tiré, la série est tirée de ce livre. Donc, il y a plusieurs tomes, je crois qu'ils en ont 10 tomes, un truc comme ça, plus de 10 tomes. Qui est aussi disponible sur Netflix si vous voulez. Je connaissais la série, j'avais regardé la série. C'est vraiment pareil. C'est vraiment du copier-coller. Il n'y a pas de surprise. Si vous avez aimé la série, vous aimerez le livre. C'est un gros pavé, il y a 853 pages, donc c'est vraiment un gros pavé. Mais franchement, je l'ai lu assez vite, je me suis pas ennuyée, j'étais même contente de les retrouver. C'était une bonne distraction pour le mois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Claire, qui est en 1945. Claire passe ses vacances juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle était infirmière et elle retrouve son mari qui est tout juste rentré du front. Et ils vont se balader dans les Highlands en Écosse. Hein, c'était le thème de l'Écosse. Et en fait, elle l'a attiré par une sorte de mégalithe. Vous savez, c'est construction avec des menhirs. Et en gros, elle fait un bond dans le temps où elle arrive en 1743. Au cœur de la lutte des Highlanders et des Anglais, quand il y a encore tous les clans et que l'Écosse est encore en train de s'opposer aux Anglais. Et du coup, elle va découvrir avec ses yeux de 1945 la vie à la fin, au 1743, je vais arriver. Histoire d'amour, hein, voilà, mais c'est hyper intéressant pour voir comment marchaient les clans, je sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas moi je trouve ça plutôt bien et c'est un classique si vous êtes dans les romances écossaises, parce que j'ai appris du coup ce mois-ci que en fait il y avait une niche pour les romances, il y a tout un clan de romances dans les Highlanders, avec les Highlanders, donc il y a toute une tripotée de bouquins sur ce thème-là. Je pense que celle-là, c'est vraiment la Bible de ceux qui aiment les romances écossaises. Donc, plutôt un bon... j'adore Outlander, donc du coup, j'étais déjà biaisée de base. Je pense que c'est mon dernier livre, en effet, et non des moindres. Love and Lies on Campus de Emma Green. Alors celui-là, j'ai pris parce que c'est romance et également Emma Green. En fait, c'est deux auteurs, c'est la contraction de deux auteurs qui écrivent sous ce nom. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont des auteurs françaises. Alors, ici, on va suivre à la fac de San Diego un trio, donc avec Arlo Sheridan et sa meilleure amie Colleen. Et en fait, ils sont en 3e année, je pense, ou 4e année. Et en gros, la petite sœur de Colleen, Baby Tilly, les rejoint sur la fac de San Diego. Et Tilly, elle a un crush énorme sur le meilleur ami de sa sœur, qui est Arlo. Donc un peu triangle amoureux. Sauf qu'en fait, alors, c'est vraiment du young adulte, romance young adulte. Pour le coup, là, c'est vraiment... c'est vraiment pas... c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un campus movie, quoi. Un campus... Alors moi, j'adorais ce genre de trucs quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais plutôt bon public sur ce genre de choses. Et ça... Alors, ce qui est par contre assez amusant, c'est qu'au milieu du livre... En fait, ça shift. Colleen disparaît. En fait, la grande sœur disparaît, donc la meilleure amie disparaît. Et donc, ça change un peu de style où on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui arrive à Colleen? Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a une petite enquête et tout le monde est soupçonné. Mais voilà, ça change. Est-ce que ça m'a donné envie de lire d'autres romans d'Emma Green? Non, pas vraiment. C'est pas mon style. Voilà. Après, je sais qu'elle a beaucoup de succès, que celui-là il y a eu beaucoup de succès, il y en a plein, mais moi j'avoue que c'est pas trop mon style. J'étais contente de le découvrir parce que c'est toujours intéressant de voir ce genre de bouquin. Après, je dirais pas jamais s'il y a un qui a un thème qui m'intéresse, peut-être je verrai. Mais clairement, ouais, c'est pas trop mon truc. Voilà. Je pense que ça y est, c'est tout, on a fait le tour. Donc merci de m'avoir suivi dans cette première vidéo lecture. Avec mon bilan de mars. Clairement, des lectures sur lesquelles je ne suis pas du tout habituée, puisque c'est beaucoup plus de feel good
et de bluettes et de romances que d'habitude. Parce que j'en lis pas, donc c'est facile. Et ça m'a donné un petit peu envie d'en découvrir plus peut-être. Donc je trouve ça plutôt bien et c'est vraiment, je suis contente de faire ce challenge, rien que pour ça, pour découvrir des choses que j'aurais pas forcément lues. Donc on verra. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ça vous plaira et que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées de lecture. À très vite!